L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 27, Christophe Jean-Jean, gestion, intendance et logistique des équipes de France de badminton. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les acteurs de l'ombre Christophe Jean-Jean qui s'occupe de gestion d'intendance et logistique des équipes de France à la Fédération française de badminton, au pôle badminton de l'INSEP. Alors Christophe, ex-joueur, ex-entraîneur, conseiller technique, toute une carrière au sein de la Fédération française de badminton, si on peut dire. Des décennies d'expérience dans le haut niveau. Christophe, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Alors Christophe, tu es né en 1963. Comment le sport est entré dans ta vie et à quel moment le badminton a pris le dessus sur toutes les autres disciplines que tu aurais pu essayer ? Alors le sport il est rentré dans ma vie de manière toute simple grâce à mes parents qui étaient tous les deux professeurs d'éducation physique sur Paris et la ville de Paris. Ils m'ont fait découvrir beaucoup de sports différents. Mon sport fil rouge au départ, jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans, c'était le basketball. Donc j'ai fait énormément de basket et c'était un sport dans lequel je me suis complètement épanoui. Et puis je me suis aussi essayé, grâce aux initiatives de mes parents, à beaucoup de sports différents, y compris des sports de glisse, comme le windsurf à l'époque, et puis beaucoup de ski avant de faire du snow. Et voilà, donc j'ai une culture personnelle de pratique qui est assez large. Et j'ai découvert le badminton assez tardivement, quand j'avais 15-16 ans. Mon père faisait des cycles d'initiation badminton dans son collège et ma mère aussi mettait en place des formations de professeurs de la ville de Paris sur le badminton. Donc ils m'ont fait découvrir cette activité. Honnêtement, au départ, je regardais ça d'un petit peu loin. Et puis, il se trouve que ma carrière de basketteur s'est un tout petit peu arrêtée parce que ailier, il manquait beaucoup de centimètres pour pouvoir faire une carrière professionnelle. J'ai envie de dire malheureusement parce que c'était vraiment mon sport de prédilection. Et au moment où j'ai découvert le badminton était pas très développé, que ce soit en France, mais aussi pas développé comme il est évidemment actuellement sur le niveau international. Et j'ai vite gravi des échelons en faisant des transferts de mes aptitudes que j'avais glanées grâce aux multiples pratiques et notamment à la pratique du basket, et ce qui m'a fait à un moment donné que j'ai basculé complètement sur la pratique du badminton. Alors justement, si mes calculs sont bons, tu commences le badminton à la fin des années 70. Est-ce que tu peux t'arrêter un peu sur le badminton français de l'époque de tes débuts ? À quoi il ressemblait ? À quoi ressemblaient les structures, les clubs et le niveau aussi J'imagine que c'était très très différent de ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors non seulement c'était différent, mais c'était à des années-lumière. On était sur un pur amateurisme avec une fédération française qui était assez balbutiement, même si la Fédération française de badminton a été à l'origine de la création l'une des pays fondateurs de la Fédération internationale. Il n'empêche qu'au niveau français, on a tardé à vraiment se développer. Moi, j'ai pris ma première licence, c'était en 1979. Et à l'époque, il y avait 3000 licenciés. Voilà, on est aujourd'hui à l'aube de passer les 250 000 licenciés. Donc, c'est dire le développement qu'il y a eu sur ces 30 dernières années pour le badminton. Et donc, le badminton, en étant... il y avait très très peu de compétiteurs aussi à l'époque. Ce qui m'a permis de gravir les échelons assez rapidement dans la hiérarchie nationale. Et en gravissant les échelons, je me suis pris au jeu.
J'ai trouvé beaucoup de plaisir dans la pratique parce que c'est un sport très très complexe. J'ai retrouvé à pouvoir réinvestir des aptitudes que j'avais acquises durant mes années basket. Et voilà, donc ça s'est imposé à moi facilement à un moment donné, et par le plaisir de la pratique, et par le fait que j'avais gravi rapidement des échelons, et que je me suis retrouvé assez rapidement propulsé en équipe de France junior, et commencé à voyager, commencé à découvrir ce que c'était que les compétitions internationales, et la grande caravane, j'ai envie de dire ça comme ça, qui naviguait sur le circuit mondial à l'époque. Voilà, tout ça a fait que j'ai complètement accroché, que c'est devenu dans un second temps une véritable passion. Alors, tu parlais du nombre de licenciés. Il me semble que c'est une des fédérations avec le plus de licenciés en France. Ce qui est étonnant quand on voit que le badminton est un sport très très peu médiatisé ici. Alors, comment toi tu expliques cet engouement ? Alors, l'engouement, il est lié à la facilité de pratique. L'accueil dans les clubs est exceptionnel. Et il y a une qualité d'accueil dans nos clubs qui fait que les gens se retrouvent non seulement au niveau de la pratique, mais au niveau des liens sociaux qu'ils peuvent y créer. Et tout le monde est le bienvenu dans un club de badminton. Tout le monde peut jouer avec tout le monde. Et quand je parle de facilité de pratique, voilà, on frappe dans un projectile qui fait 4 grammes avec une raquette très légère, à peu près 80-90 grammes. Et on est en facilité d'exécution dès le début. Contrairement à d'autres sports de raquette, voilà, où c'est bien plus complexe quand on débute le tennis à un moment donné, par exemple, pour X raisons. Et bien, en badminton, on est toujours tout de suite rapidement en situation de réussite, d'où l'intérêt et l'engouement qu'il y a eu pour le badminton de tout temps en termes de développement très rapide de son nombre de licenciés. Oui, c'est un sport très ludique aussi. On est dans une activité duel qui est super interactive, et dans laquelle le plaisir de la pratique, et je vais beaucoup insister là-dessus, est lié au fait que oui, c'est ludique, mais c'est au-delà de ludique. C'est un sport qui repose sur le fait, à un moment donné, de jouer aux échecs sur un terrain avec un filet en opposition, mais c'est poser des problèmes et résoudre des problèmes à chaque seconde. Donc il y a un intérêt cognitif qui est exceptionnel dans cette activité, qui fait que les gens y viennent et y reviennent parce qu'on y trouve toujours un plaisir différent à chaque fois qu'on pratique. Alors, tu as déjà évoqué ta pratique dans le haut niveau, ton expérience dans le haut niveau. Comment, toi, tu as compris que tu pouvais aller vers le haut niveau ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, que ce soit une victoire, une rencontre, quelque chose qui t'a fait dire « oui, là, je passe un cap ». Alors, je l'ai pas du tout compris tout de suite. Et je ne l'ai pas envisagé comme ça au départ. Au départ, c'était beaucoup le fait de prendre du plaisir dans cette pratique, parce qu'elle me poussait dans mes retranchements et dans mes limites dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que c'est un sport qui est hyper complexe et on ne peut pas envisager d'être un très bon joueur de badminton sans explorer ses limites dans les aptitudes physiques, les aptitudes mentales, les aptitudes tactico-techniques, mais aussi parce qu'il y a une diversité d'activités sur les 5 disciplines. C'est-à-dire que c'est pas simplement le simple, c'est aussi beaucoup le double et double mixte, le badminton, contrairement aux autres sports de raquette. Les doubles ont une importance quasi équivalente au simple dans la hiérarchie mondiale et dans la hiérarchie médiatique aussi, et aussi beaucoup en Asie. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a attiré, mais pour lesquels je me projetais pas du tout au départ. C'était loin de moi. Et puis ça s'est au fur et à mesure imposé, dans le sens où en gravissant les hiérarchies, je me suis dit à un moment donné, mais ok, là tu rentres dans le top 100 mondial, que ça soit en simple ou en double, et donc peut-être qu'il y a une opportunité pour continuer à explorer ce qu'est le niveau international et à gravir les échelons. Il faut savoir qu'au départ, il n'y avait pas grand-chose sur lesquels on pouvait se reposer pour croire qu'on pouvait devenir des joueurs internationaux avec un très très bon niveau. Le sport était complètement dominé par les Asiatiques. Quand on rencontrait les Asiatiques au départ, on prenait des branlées monstrueuses et on était très très loin également dans les hiérarchies européennes. Donc, et personne ne l'avait fait avant nous en France. Donc on n'avait pas de rôle modèle devant nous et on avait peu de choses sur lesquelles s'appuyer pour croire qu'on pouvait réussir.
première section badminton ici à l'INSEP en 88, on était 4-5 à s'entraîner 3 fois par semaine. Donc très 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 loin de ce qui était nécessaire pour pouvoir grimper dans la hiérarchie. Et puis, au fur et à mesure, la fédération s'est structurée grâce à des éléments forts, et je parle d'éléments humains, qui ont été prégnants complètement dans le développement du badminton français. Je pense à notre premier DTN, Gérard Morel, qui est venu du ministère et qui a complètement structuré notre pratique, qui est à l'origine de ce qu'on appelait au départ la filière de haut niveau, qui est devenu maintenant les parcours d'excellence. Et donc tout ce qui est la construction aussi territoriale, on lui doit énormément. Et donc au fur et à mesure, on s'est entraîné plus, on s'est entraîné mieux, on a fait venir des experts internationaux. Et moi, quand le premier expert international est venu, c'était Lars Sologub, qui était un entraîneur suédois de renommée internationale. Il a tout de suite mis en place des choses qui ont fait qu'on a jumpé de niveau très très rapidement. Et il se trouve qu'avec les habiletés que j'avais développées dans les autres pratiques, et notamment en tant que basketteur, j'étais armé physiquement pour aller vers le top niveau. Et j'étais aussi armé en termes de compréhension de l'acte tactique et du jeu d'échecs qui se passait à l'intérieur de la performance bad. Et après, oui, il y a eu quelques compétitions qui ont été déclics. Les premiers tournois, on n'appelait pas ça le World Tour, on appelait ça à l'époque les Grands Prix. Et quand j'ai commencé à pratiquer sur ce niveau de compétition et à faire partie des compétitions internationales mondiales, j'ai réalisé à la fois l'écart qui me séparait des meilleurs et qui est resté jusqu'au bout. Mais j'ai aussi senti qu'il y avait une petite place à prendre pour aller être dans les meilleurs européens et commencer à aller faire quelques performances contre certains Asiatiques. Alors, tu es modeste, mais tu as été quand même champion de France en simple, en double homme et en double mixte. Tu gardes une fierté quand même de ces titres. Tu penses que tu aurais pu aller plus haut ? Alors, je garde une très grande fierté de ces titres, bien évidemment. Il n'y a rien à acheter et je suis très très fier de ce parcours. J'ai pas de regrets parce que j'ai découvert le badminton tardivement et dans une fédération qui était en devenir. Donc, j'ai pas de regrets par rapport à ça. J'ai l'impression d'avoir été au bout de mon chemin, de ce qui était possible dans l'environnement dans lequel je me trouvais à l'époque. Donc pour ça, il n'y a pas de regrets. Après, avec Dessy, on est tous champions olympiques et champions du monde. Et c'était loin d'être mon cas. J'ai été top 10 mondial en double mixte à l'époque où la pratique n'était pas encore très développée, où le nombre de concurrents à travers la planète n'était pas exceptionnel. Mais ça voulait dire aussi que certainement j'avais certaines habiletés qui auraient pu me mener beaucoup plus loin si jamais j'avais découvert ce sport bien plus jeune. Et si jamais j'avais atterri dans une fédération qui était beaucoup mieux structurée à l'époque et avec l'expérience d'amener des athlètes vers le top niveau mondial. Donc pas de regret, mais avec du recul, la fierté se transforme avec quelques si, bien sûr. Voilà, parce que ce qui m'a amené là-dedans, au-delà du fait que mes parents m'aient initié à la pratique sportive en général, moi j'ai toujours rêvé d'être champion olympique. Voilà, c'est un rêve qui m'a poursuivi et qui me poursuit maintenant et qui a poursuivi toute ma carrière en tant qu'entraîneur national et maintenant dans l'équipe de management des équipes de France. Voilà, c'est un rêve qui me poursuit et je crois qu'il faut continuer toute sa vie à vivre avec des rêves. On en parlera certainement tout à l'heure sur ce que génère à un moment donné l'envie et la passion. Alors qu'on aille au bout ou qu'on n'aille pas au bout, je crois que c'est quelque chose qui drive nos existences et qui en tout cas, c'est absolument fantastique. Tu parlais du manque de rôle modèle à l'époque en France, mais est-ce que tu en avais à l'étranger ? Est-ce que quand toi tu étais joueur, il y avait des joueurs étrangers qui te fascinaient, dont tu voulais atteindre le niveau ? Oui, bien sûr, j'avais des posters dans ma chambre. Alors au départ, c'était des posters de Magic Johnson et de Michael Jordan. Et après, c'était des posters de Morten Frost, qui était numéro 1 mondial en étant le Danois, qui était numéro 1 mondial à l'époque.
et qui était un rôle modèle pour nous, parce qu'un Européen pouvait casser l'hégémonie asiatique, et donc il était un modèle pour tous les joueurs européens. Et puis j'avais aussi, je me rappelle, un poster de Ray Stevens, le joueur de double anglais qui plongeait. Et il y avait très peu de joueurs qui plongeaient à l'époque pour aller chercher en défense, ou quel que soit le coup sur le terrain. Et donc j'avais ça sur les côtés de mon lit, je me rappelle. Et c'est quelque chose qui m'inspirait complètement. Ouais. Est-ce que pour toi, il existe dans l'histoire du badminton un joueur ou une joueuse même parfait, qui en fait combine toutes les qualités nécessaires à un bad de très haut niveau? Alors globalement, je crois que la perfection n'existe pas, qu'elle soit dans le bad ou qu'elle soit dans la vie. Je pense qu'on peut simplement essayer de tendre vers quelque chose qui soit la meilleure version de soi-même. Mais la perfection n'existe pas, et tant mieux. Ça serait, je sais pas si ça serait triste, mais je crois pas que ça soit quelque chose qui doive être un moteur de nos existences, de tendre vers la perfection. J'aime, en tout cas, personnellement, j'aime les imperfections. Et je crois que c'est avec les imperfections qu'on se construit beaucoup et qu'on a du relief. J'aime pas trop les choses lisses, j'aime beaucoup les choses avec du relief. Donc je m'inscris pas du tout dans la recherche de la perfection. Après, si on parle du bad et qu'on parle d'un joueur dans le badminton mondial de tous les temps, je crois que celui qui s'en est le plus approché, en tout cas qui a été une version de soi-même exceptionnelle, c'est Lin Dan. Lin Dan, 5 fois champion du monde, 2 fois champion olympique. Et même si son palmarès est égalé un jour, et je le souhaite aux joueurs de la nouvelle génération d'égaler son palmarès ou de le dépasser, je crois qu'il restera l'icône du badminton mondial. Parce que, au-delà du joueur, la personnalité du gars était exceptionnelle sur un terrain. Et il montrait tellement de facilité que finalement, peut-être que la perfection, on s'en approche quand on montre ça. C'est-à-dire que quand tout paraît facile, et on avait l'impression qu'il marchait sur le terrain, ça veut dire qu'il maîtrisait tellement de facteurs de la performance qu'on en arrivait à penser que c'était très facile. Alors, c'est amusant que tu dises ça, parce que c'est ce que j'allais te dire. C'est pour avoir eu la chance de le voir jouer de près. On a l'impression que le badminton c'est facile en regardant Lin Dan, alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est un sport très difficile. Alors pour revenir à ta carrière, en fait, à ton parcours, comment pour toi s'est faite la transition entre le joueur et l'entraîneur? Est-ce que déjà c'était pour toi une vocation naturelle, un passage obligé, ou alors c'est un basculement qui est lié à une opportunité, ou peut-être même une blessure, ou une envie de transmettre? Enfin voilà, quels ont été les moteurs de cette transition? Alors c'était un concours, c'était pas un concours de circonstances complet, mais c'était une opportunité. Alors j'ai un parcours un tout petit peu avec du relief, je vais reprendre l'expression, dans la construction de ma vie professionnelle, avec un début où pour faire comme papa et maman, j'ai passé le concours STAPS à l'époque, et on passait un concours, et peu étaient élus, donc je me rappelle, c'était le concours pour entrer à la Cretel, et ça paraît incroyable maintenant, mais j'ai pas été pris. Et je me suis dit, en attendant, je vais bosser un peu de la physio et de la natte, et je vais faire une première année de médecine. Et puis je me suis pris au jeu de la première année de médecine, et j'ai fait quelques années d'étudiant en médecine en parallèle de ma carrière de joueur de haut niveau. Et puis avant les Jeux de Barcelone, c'était la première fois que les Jeux Olympiques, le badminton rentrait aux Jeux Olympiques. C'était sur les Jeux de 92 à Barcelone. Moi, j'avais déjà 29 ans à l'époque des Jeux Olympiques, donc je me suis dit c'est la première fois, et peut-être certainement la dernière fois, que j'aurai l'occasion d'aller toucher de plus près mon rêve et de participer dans un premier temps, parce que j'étais loin de pouvoir ambitionner d'être champion olympique en termes de niveau de jeu. Et donc j'ai mis entre parenthèses les études médicales, et je me suis entraîné 100% pendant 2 ans pour n'avoir aucun regret. Donc il se trouve que là pour le coup en concours de circonstances, je ne me suis pas qualifié, je suis arrivé premier remplaçant en double homme. Mon partenaire, qui est quelqu'un de très connu maintenant, puisqu'il était le bras droit de Tony Estanguet sur le COJO de Paris 2024, qui est Étienne Taubois. Malheureusement pour lui avant tout, mais évidemment pour notre double, c'est pété les croisés 6 mois avant la fin de la qualif olympique, pour laquelle on était quasiment sûr de se qualifier. Et donc j'ai refait la qualif olympique en urgence, en faisant tournoi sur tournoi pendant les 6 derniers mois avec un autre partenaire
qui était Jean-Frédéric Massias, et malheureusement on a échoué premier remplaçant. Et donc après cette expérience de Barcelone, pour laquelle j'ai aussi aucun regret, alors évidemment la déception sur l'instant, mais derrière aucun regret, je me suis dit, il y a le DTN qui m'a dit, si tu passes au concours de prof de sport version haut niveau sur l'INSEP, il y a une place qui t'attend en tant qu'entraîneur national par la suite. Voilà. Et j'avais mis les études entre parenthèses depuis 2 ans et je me suis dit, bingo, je vais juste passer de l'autre côté du filet et puis je vais vivre de ma passion. Je pense que c'est un vrai luxe parce que même si on travaille énormément, beaucoup, avec beaucoup de pression en tant qu'entraîneur national, travailler dans sa passion, c'est un luxe parce que je me suis pas une fois levé le matin en me disant je vais au taf. Pas une fois. Donc ça, c'est une réelle chance dans la vie. Donc j'ai sauté sur cette opportunité. Et donc j'ai passé le concours de professeur de sport et je l'ai eu en 94, ici en haut niveau sur l'INSEP. Et derrière, le directeur technique national de l'époque m'a confié la mission d'être entraîneur national responsable des équipes de France junior. Et c'était parti. Ici sur le pôle INSEP. Ici sur le pôle INSEP, absolument. Alors justement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou plutôt challengé en passant de l'autre côté du filet, que ce soit en bien comme en mal? Comment tu as envisagé les choses une fois que tu n'étais plus joueur mais voilà, entraîneur? Alors on a parlé d'opportunités tout à l'heure, tu as cité une blessure. Moi, j'ai aussi arrêté ma carrière sur blessure parce que la déception des Jeux de Barcelone, j'étais reparti sur une autre Olympiade et je me disais, bon voilà, c'était pas cette fois-ci, mais je vais tout mettre de mon côté pour le faire la prochaine fois à Atlanta, en 96. Et voilà, il y a une grave blessure au dos. Voilà, j'ai un spondylo, un stade 1 qui s'est déclaré, L4, L5, et donc là, évidemment, arrêt de carrière. Et d'un autre côté, la passion de la transmission, mes parents, j'allais dire insidieusement, parce que j'ai baigné dans ce milieu-là de l'enseignement, évidemment, et elle était quelque part en moi. Après, c'est joli de dire tout ça, qu'on a saisi une opportunité, qu'on a cet amour de la transmission en soi. On a passé un concours, on a été formé, mais j'ai envie de dire, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt quand tout d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve de l'autre côté du filet avec une douzaine de gamins à manager sur l'ensemble d'une saison ou d'une Olympiade et qu'il y a à tracer leur voie au quotidien, mais aussi en se projetant sur le moyen et long terme. On n'est pas vraiment prêt et je pense que si on attend d'être prêt, on ne le fait jamais. Je pense qu'on n'est jamais prêt, que c'est un métier aussi qui s'apprend en faisant, chemin faisant. C'est pour ça que c'est intéressant à un moment, quand on est balancé dans un grand bain en tant qu'entraîneur national, de pouvoir être protégé un petit peu et d'avoir des tuteurs ou des mentors autour de soi qui, à un moment donné, nous laissent apprendre le métier tranquillement, en prenant la pression et les responsabilités, ce qui n'était pas complètement le cas à l'époque. Et donc, voilà, j'étais prêt sans être prêt, il faut vraiment l'avouer. Et des erreurs, j'en ai fait des paquets. Et des murs plus ou moins épais, j'en ai pris aussi. Et je le dis avec le sourire maintenant, parce que voilà, c'est aussi la vie d'un entraîneur. C'est comme la vie d'un athlète. Et à un moment, je pense qu'il faut se tromper beaucoup pour réussir beaucoup. Et si on se trompe beaucoup, ça veut dire qu'on a beaucoup essayé. Donc il faut simplement faire attention des conditions dans lesquelles on essaye, pour qu'à un moment donné, protéger aussi les athlètes qui sont ceux qui doivent être à un moment donné au centre de nos préoccupations. Mais pour réussir, il faut, c'est comme les athlètes, il faut tester, essayer, créer, s'engager tout le temps. Et donc quand on est dans cette dynamique-là, évidemment, et à un moment donné, on se trompe. Et à un moment donné, on fait des erreurs. Et l'idée, c'est d'apprendre de tout ça. D'apprendre de tout ça pour, comme les athlètes, devenir une version d'entraîneur un peu meilleure à chaque fois. En tout cas, si ce n'est meilleur, avec plus d'expérience pour pouvoir faire face à toutes les situations complexes dans lesquelles les entraîneurs sont confrontés au quotidien.
Je voudrais faire un petit détour par la détection en badminton en France. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez toujours à la Fédé un œil sur les jeunes joueurs? Est-ce que vous regardez les résultats? Est-ce que vous vous déplacez dans les clubs? Est-ce que vous avez un maillage sur le territoire d'entraîneurs qui vous donnent les indicateurs de ce qu'il faut regarder, quel joueur? Alors le process de détection, j'aime pas trop ce terme-là. Je préfère parler d'identification. Mais ce process-là, il est super intéressant et certainement un des processus centraux sur lesquels il faut que tous on s'interroge. Parce qu'il renvoie à énormément de choses. Parce que quand on parle d'identification d'un joueur, on parle de modélisation de performance, ou pas, on y reviendra certainement. On parle de critères de détection, d'identification, qui renvoient à un modèle de performance, ou pas. Et ça nous renvoie aussi à c'est quoi le talent. Parce qu'on est tous là à vouloir identifier des talents. Moi j'entends ça souvent. Comment on fait pour identifier les meilleurs talents? Mais là où il faut s'interroger, en tout cas vu de ma fenêtre, c'est sur c'est quoi le talent? Franchement, moi, je ne sais pas encore répondre à cette question-là après 30 années de bons et loyaux services auprès du jeu et des joueurs. Je sais toujours pas ce que c'est que le talent. En tout cas, si j'avais une définition du talent à faire, je dirais qu'un seul mot, qui peut se décliner en sémantique de manière différente, mais je dirais l'envie, le désir. Je crois qu'il est là, le talent. Il est dans l'envie. Parce que si on a envie, on va se donner les moyens. Et si on se donne les moyens, si on s'accapare les outils, si on s'engage à 150% dans la durée, bah, on va devenir meilleur. Et le meilleur de soi, on ne sait jamais où est-ce qu'il peut nous mener, parce que je pense que c'est possible pour tout le monde, à partir du moment où on a envie et on désire progresser, réussir. Et ça ne veut pas dire, malgré le fait qu'on soit dans un sport d'opposition et un sport duel, de confrontation indirecte, ça ne veut pas dire réussir, ça ne veut pas dire écraser l'autre. Réussir, ça veut dire devenir la meilleure version de soi-même. Et si cette meilleure version de soi-même, à un moment donné, elle est meilleure que celui qui est notre partenaire de jeu, parce qu'on a besoin de cet adversaire pour aussi devenir la meilleure version de soi-même, dans ces cas-là, on est amené à pouvoir gagner un certain nombre de matchs. Et l'envie, ça fait durer dans le temps. C'est quelque chose qui est un fil rouge. Sans envie, c'est impossible de pouvoir envisager, s'engager dans une pratique qui nous mène à travailler dur, à s'entraîner dur. J'aime pas le mot travail, c'est une erreur de ma part. Mais à s'entraîner dur, 5 heures par jour, voire plus, toute l'année, pendant 10-15 ans. Moi, je ne connais pas d'activité à un moment donné qui est possible sous cet angle-là sans qu'il y ait une envie démesurée. Donc le premier des talents, je pense qu'il est vraiment là. Alors je vais paraphraser Johnny avec l'envie d'avoir envie, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on détecte chez les gamins. Si jamais on veut... Parce que devenir un athlète de très haute performance, c'est un paquet d'années de travail. Je ne sais pas trop les quantifier parce que les meilleurs, ils ont tendance toujours à apprendre plus vite. Peut-être qu'ils ont plus envie que les autres. Et donc, ils apprennent plus vite. En tout cas, ils se donnent de meilleurs moyens que les autres. Et donc, ils ont tendance à raccourcir le temps d'années d'entraînement pour arriver vers l'expertise. En tout cas, c'est ce que démontrent beaucoup d'études. Mais ça ne peut pas se faire en une Olympiade, la construction d'un joueur de très haute performance. Donc, c'est 10, 15, 20 ans d'entraînement et d'engagement derrière soi. Donc, si on n'a pas l'envie, ça s'arrête très rapidement, très, très rapidement. Et donc après, la question, c'est comment on fait pour détecter l'envie chez les gamins? Parce que quand on s'adresse à des gamins, nous, on a une architecture de détection qu'on a mis en place dans les années 2000, 2005, voilà. 2005, parce qu'avant, il n'existait rien au badminton. On recrutait à l'œil du maquignon en disant, bah... ouais, celui-là, il a l'air talentueux, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et quand on évoquait le talent, on évoquait surtout des qualités techniques, voilà, un petit peu tactique,
Et voilà, ça s'arrêtait là, globalement. Mais ça, le tactico-technique, avec du travail et de l'envie, ça s'acquiert. L'envie, ça s'achète pas. L'envie, ça s'achète pas. Mais comment la détecter ? Et là, là, on arrive dans la complexité. Quand on s'adresse à des gamins de 9-10 ans, c'est lequel qui a envie d'aller dans un gymnase 5 heures par jour dans les 20 prochaines années, avec l'envie d'aller chercher la meilleure version de soi-même pour devenir champion olympique. Comment on détecte ça ? Moi, je pense qu'il y a des petits signaux qui, quand on vit avec les gamins beaucoup et qu'on les connaît très très bien, je pense qu'il y a une capacité à un moment donné identifier certains signaux qui nous disent c'est possible. Il ne faut jamais dire ça va le faire, ça c'est une erreur fondamentale. Mais c'est possible, voilà. Parce que le parcours, il est tellement riche et tellement complexe qu'il n'y a personne qui sait où va arriver un gamin à l'arrivée. Donc, mais c'est possible. Quand on laisse le gymnase libre et qu'on dit il y a entraînement à 15h, mais que grosso modo le gymnase il est libre et vous pouvez aller taper si vous voulez avant, et puis vous vous pointez à 14h, et puis vous voyez les gamins qui sont dans le gymnase et qui s'éclatent et qui ont la banane et qu'il faudrait jeter du gymnase après l'entraînement, etc. Parce qu'avant tout, c'est le plaisir de la pratique qui les drive et l'envie de s'éclater sur un terrain. Là, on a des petits signaux qui disent ouais, peut-être qu'avec lui ou elle, on a des signaux qui nous disent il va peut-être s'engager dans les 15 prochaines années parce qu'il aime vraiment ça. Il a vraiment une passion pour ce truc et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Moi, je me suis posé la question évidemment souvent et on m'a souvent demandé mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné t'as eu envie de faire ça ? Et je sais pas trop répondre à ça. Je sais que j'avais envie, mais pourquoi j'avais envie ? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui s'entraîne ou qui s'achète. Peut-être je me trompe, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner à avoir envie et s'entraîner à vouloir devenir et repousser ses limites en permanence et jusqu'à avoir la motivation à travers ça de devenir numéro 1. Parce que quelque part c'est pathologique de vouloir toujours battre l'autre. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie parce que ça c'est pas la bonne version du sport. En tout cas c'est pas par ce biais-là qu'il faut l'aborder. Il faut l'aborder vers se tourner vers soi-même. En fait quand on est athlète de haut niveau, avant tout on s'explore soi-même et on va explorer très loin à l'intérieur de soi et que c'est impossible de penser devenir un athlète de très très haut niveau sans avoir une connaissance de soi exceptionnelle. Et donc moi j'encourage aussi tout le monde avant de compiler des connaissances sur les adversaires, de compiler des connaissances sur soi. Parce que c'est inenvisageable d'atteindre la meilleure version de soi-même si on ne sait pas de quoi on est fait à l'intérieur et sur quoi on va pouvoir agir. Et là on agit au badminton et c'est ça qui est super riche. Mais comme dans beaucoup d'autres sports, sur les aspects mentaux, et on n'y fait pas encore assez attention aujourd'hui. En tout cas, dans la formation de nos jeunes joueurs, c'est quelque chose sur lesquels on doit encore s'améliorer. Évidemment sur la formation tactico-technique et sur la formation physique. En tout cas, tous ces secteurs-là doivent être explorés. Et voilà, il faut aimer se voir poser des problèmes en permanence et tenter d'y apporter des réponses en permanence. Et quand je dis en permanence, c'est que voilà, toutes les secondes, on tape dans un volant. Le rythme, c'est ça au bad. Et donc, toutes les secondes, on a un problème à résoudre, une solution à apporter. Et ça, c'est super riche. Moi, j'ai toujours entendu Federer dire, parce que je me réfère beaucoup à ce bonhomme-là, parce que je me suis interrogé, pourquoi ils durent dans leur carrière ? Ces mecs-là, ils ont tout gagné. Ils ont du fric pour vivre pendant 10 générations. Et pourtant, ils continuent à s'entraîner, à être sur un terrain de tennis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui les drive quelque part ? Qu'est-ce qui les fait se lever le matin pour aller encore... Parce que c'est dur, hein. Il faut pas non plus... C'est dur, hein. S'entraîner, c'est pas tous les matins où on a envie. Donc c'est dur. Et lui, il a toujours répondu, mais parce que j'aime poser des problèmes et résoudre des problèmes. Et que c'est jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Et c'est ça qui est passionnant.
C'est-à-dire qu'on peut faire le même match à 2 jours d'intervalle contre le même adversaire, ça ne va pas être les mêmes problèmes, ça ne va pas être les mêmes solutions à apporter. Et ça, c'est passionnant. On met un joueur d'échecs avec une raquette à la main et sur un terrain qui fait 13 mètres sur 6 et on lui dit tu tapes dans un volant et il faut que tu trouves toutes les solutions possibles pour qu'à un moment donné ton adversaire soit il renvoie pas le volant, soit que tu le mettes par terre. Bah, ça paraît tout simple au départ et puis c'est tellement complexe quand c'en est d'une passion absolue. Alors Christophe, je ne voudrais pas insister trop sur le temps qui passe, mais tu n'es pas une personne âgée, mais tu as quand même connu plusieurs générations de joueurs et de cadres au sein de la Fédé. Alors tu en as déjà un peu parlé, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Sur l'évolution du badminton français, comment il a évolué depuis tes débuts, depuis que tu l'as connu toi? Est-ce qu'on peut situer des grandes étapes ou des révolutions qui ont permis d'atteindre le niveau d'excellence actuel? Et puis, tu pourras peut-être ensuite nous dire où se situe la France dans le paysage mondial aujourd'hui. Je voudrais juste revenir avant ça, mais je vais pouvoir enchaîner facilement par rapport aux acteurs qui ont construit le badminton français sur l'acte d'identification ou de détection, comme on en parle, qui fait référence à des modèles de performance. Moi, je ne crois pas du tout à un modèle de performance, en tout cas pas un modèle de performance unique. Je crois à des incontournables sur lesquels les joueurs doivent s'appuyer pour construire leur carrière. Oui, on ne construit pas une maison avec de l'air, donc à un moment donné, il faut soit des parpaings, soit des briques, soit autre chose, mais on peut aussi utiliser la paille. Donc il n'y a pas une seule manière de construire une maison, donc encore moins une manière de construire un bonhomme, parce que là on parle d'individus. Donc je crois qu'il y a autant de modèles de performance qu'il y a d'individus. Donc oui, on est dans la nécessité d'avoir une individualisation extrême dans la construction de chacun de nos joueurs, parce qu'ils sont tous différents, et tant mieux, et qu'ils vont tous s'appuyer sur des leviers différents, ils vont tous utiliser des outils différents. En tout cas, si c'est les mêmes outils, ils vont se les approprier, donc ça ne va plus être les mêmes outils à l'arrivée. Et donc je crois en cette multiplicité à un moment donné de modèles de performance qui font aussi la richesse du sport en général, parce que si on n'avait que des clones qui jouaient exactement pareil avec les mêmes atouts et les mêmes défauts, ça serait très triste. Donc c'est cette richesse-là qu'il faut entretenir et qu'il faut porter à son paroxysme. Je suis absolument convaincu de ça. D'où la complexité de notre activité sur la détection, mais aussi sur l'accompagnement global de chacun des individus, parce qu'il n'y a pas un entraîneur derrière chaque joueur, et que pour autant, on se doit de trouver les systèmes et la structuration qui fait en sorte que chaque individu puisse s'exprimer à la hauteur de ce qu'il est lui, et non pas en reproduisant et en calquant, même si l'observation des meilleurs et le mimétisme, etc., concourt bien sûr à la formation du joueur. Donc voilà pour à un moment donné casser en deux le principe de modélisation de l'activité. En tout cas, je crois qu'on est contre-productif quand on s'attache simplement à un modèle de performance. Et donc, la fédération, à travers j'ai du mal à compter maintenant, mais on est parti en 90, donc ça fait 35 ans maintenant. Donc sur ces 30 dernières années, c'est nourri de toutes les personnes qui ont apporté chacun leur expérience et leur savoir dans la construction de la fédération. Donc j'ai plein de noms en tête, mais j'aimerais globalement tous les citer, ce que je ne vais pas faire parce que sinon je vais en oublier. Mais chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Mais c'est comme pour les joueurs. Les joueurs, ils doivent comprendre aussi à un moment donné qu'il n'y aura pas un entraîneur dans leur carrière, il n'y aura pas un gymnase, il n'y aura pas un environnement. Il va y avoir multiplicité d'environnements, d'entraîneurs, de personnes influentes ou pas, de personnes néfastes, et cela il faudra les mêmes de côté. Mais en tout cas, le joueur il doit piocher à droite et à gauche l'expertise qui lui est proposée pour construire sa propre colonne vertébrale et donc sa propre identité de joueur. Et j'ai envie de dire, quand on est jeune, plus on est confronté à des paroles différentes, à des personnages différents, etc.,
plus on a à avoir la capacité à piocher des choses qui vont nous correspondre et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour construire sa propre carrière. Et c'est valable pour les joueurs, c'est valable pour les entraîneurs, et c'était valable pour la fédération en tant que structure. Donc de Gérard Morel à Lars Sologub, avec le premier président qui était le président de ce DTN et de cet entraîneur, directeur de la performance au départ, qui était Jean Brunet, qui étaient des gens visionnaires. Voilà, je peux citer plein d'autres entraîneurs. Au départ, on a eu beaucoup d'entraîneurs étrangers. Ian Wright, qui est aujourd'hui directeur du développement à la Fédération internationale. On a eu la chance d'avoir ces personnes-là au départ. Andrew Ryan, qui a aussi une grande carrière dans le sport international, puisqu'il dirigeait les fédérations internationales olympiques à un moment donné. Et puis on a aussi eu des entraîneurs français. J'oublie pas les premiers entraîneurs français, Santiago Panos et compagnie. Et au fur et à mesure, on a eu aussi des grands noms du sport de notre sport, qui ont apporté à chaque fois des choses différentes, mais qui... Alors j'ai la chance d'être présent dans le gymnase depuis 88. Alors avec des petites périodes où je m'en suis éloigné, mais tant mieux, parce que c'était riche aussi de s'en éloigner pour pouvoir y revenir avec un œil nouveau. Voilà. Et donc je sens que ce gymnase, il respire l'agrégat de toutes ces expériences. Donc quand on parle de Peter Gadeux, le mec, il est arrivé, il était sorti juste de sa carrière de joueur, il était numéro 1 mondial, et il fait partie des légendes du badminton mondial. Et évidemment, il nous a laissé quelque chose, même si son passage a été court. Et moi, je vois l'exigence de la haute performance. Ça transparaît encore dans ce gymnase-là. Il est arrivé et il a transformé le gymnase en termes d'exigence. Voilà. Là où Ian Wright, au départ, l'avait transformé par ses connaissances sur l'acte tactico-technique. Peter l'a transformé dans cette voie de l'exigence qui est incontournable au quotidien pour aller vers la très haute performance. Voilà, après, on a eu ces 4 dernières années Fernando Rivas, qui est l'entraîneur de Carolina Marin, qui a été championne olympique et triple championne du monde, et il a amené tout l'abord scientifique de l'entraînement, avec l'utilisation des datas, une analyse tactique très très pointue, des préparations de matchs exceptionnelles, et je sens que c'est encore prégnant là. Donc, et c'est valable pas que pour les entraîneurs nationaux, tous les directeurs de la performance qui se sont succédés, voilà, qu'ils soient français, ils ont été français tous, voilà, ils ont tous apporté quelque chose qui est encore prégnant dans ce gymnase. Donc le dernier en date, qui est Thierry Solaire. Moi, j'ai vu la différence quand j'ai quitté ce gymnase après les Jeux de Tokyo, que j'y reviens aujourd'hui. Rien que physiquement, le gymnase, c'est pas le même. Tout d'un coup, il y avait des machines de partout. Dans le bureau, là-haut, ça phosphorait dans tous les sens. Il y avait 10 ordinateurs avec 8 personnes qui travaillaient derrière les ordis. Et on est passé sur une dimension professionnelle qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle on était encore il y a 4 ans. Donc, merci à tous ces gens-là qui font grandir le BAD. Et c'est pas fini. J'ai envie de dire, c'est pas fini, parce qu'on est sur la voie, mais on n'est pas encore abouti. Et donc, il faut continuer à explorer tous les secteurs de la très haute performance, parce qu'à un moment donné, on parle que d'addition de petits détails pour aller chercher le Graal, parce que le Graal, quelque part, ça reste être champion du monde, champion olympique. Voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est qu'à un moment, c'est pour voir, j'avais envie de dire, pas spécialement la médaille autour du cou d'un de nos joueurs, mais le sourire que ça va lui procurer, et voir le sourire sur ses lèvres monter jusque tout là-haut, et de se dire que quelque part, les 40 ans de structuration de la Fédération française auront permis cet instant-là, et que je pense que cet instant-là justifie tout l'investissement des 40 dernières années. Pas que, évidemment, ça ne se traduit pas uniquement par une future médaille olympique, et j'espère que les joueurs qui seront en capacité de le faire à Los Angeles le feront. Voilà, on aura 3 ou 4 chances de médailles là-bas, et ça serait un juste aboutissement de 40 années de travail. Voilà, mais c'est pour tout le badminton français.
tu m'as présenté comme quelqu'un de l'ombre tout à l'heure, et ça me va très bien. Les entraîneurs, en tout cas, on devrait tous être des gens de l'ombre, parce que ceux qui sont dans la lumière, c'est les athlètes, et c'est le bad. Voilà. C'est les deux seuls qui ont le droit d'être dans la lumière, c'est les joueurs et c'est le sport. Les entraîneurs, on est là dans l'ombre au service de notre sport, de la performance, puisqu'on a choisi ce secteur-là comme épanouissement, et puis et au service des joueurs. Donc, mais évidemment que ça rejaillit sur toutes les personnes de l'ombre, parce qu'elles sont énormément à travailler dans l'ombre, dans les coulisses de la fédération, que ce soit les bénévoles, dirigeants, les officiels techniques, les salariés, tous les entraîneurs du quotidien des athlètes. Moi, je reviens toujours vers eux, parce que si on en a ici qui entrent à l'INSEP aujourd'hui, ils sont pas sortis de nulle part. Il y a des entraîneurs au quotidien dans les petits clubs qui, à un moment donné, leur ont filé une raquette et un volant, ils sont occupés d'eux. Et c'était certainement ceux-là les plus importants, parce qu'ils ont su entretenir leur envie. Et donc, merci, un grand merci à eux. C'est les pierres angulaires de tout le système. C'est ce qui se passe dans les petits clubs au départ. Après, j'ai envie de dire, c'est pas que ça soit facile, hein, c'est super complexe, mais une fois qu'on a mis une graine quelque part et qu'elle est sortie de terre, j'ai envie de dire, si on travaille bien et qu'on continue à bien l'arroser et à y faire attention, voilà, c'est quand même plus facile que de la planter et de la faire sortir de terre. Tu me posais la question de la place de la France dans le concert international aujourd'hui. Donc on est parti de rien du tout dans les années 90, on va pas se mentir, à être un acteur majeur du badminton mondial aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus facilement que c'est pérenne, ce qu'on a construit. On a construit un système qui fait qu'on n'est pas en train de faire des one-shots avec 2 ou 3 joueurs. On a construit un système depuis 40 ans sur lequel on peut se reposer pour continuer à produire de plus en plus de joueurs, même si dans certains secteurs on est toujours en devenir, voilà, et qu'on doit travailler fort, notamment pour mieux accompagner nos jeunes demoiselles dans leur parcours de performance, et notamment les joueuses de simple dame. Mais on a construit un système sur lequel on peut réellement se reposer et qui va nous amener, j'en suis certain, à devenir une top nation mondiale dans le badminton et dans le concert international. Donc aujourd'hui, on place des joueurs dans le top 10 mondial. On a 2 joueurs dans le top 10 en simple homme, 7 et 8 mondiales aujourd'hui, avec Christo Popov et Alex Lanier, avec Tommy Popov, le frère Popov qui est 13 aujourd'hui, donc pas loin, avec des jeunes joueurs en devenir derrière, dont on sait qu'ils sont dans le même couloir de performance que ce qu'étaient Christo et Alex. Donc on a l'avenir devant nous en simple. On est pareil avec une paire top 10 mondiale en double mixte qui vient récemment d'être médaillée au championnat du monde. Et derrière, on sait que double homme, double dame, on a des joueurs et des joueuses en capacité d'aller vers la très très haute performance et de gagner des médailles mondiales et olympiques. Donc on devient un acteur important du badminton mondial. Les nations commencent à nous regarder avec beaucoup d'attention et d'intérêt, de savoir qu'est-ce qui se passe ici, parce qu'on est arrivé de nulle part. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour tout d'un coup exister autant qu'ils existent dans le concert international. Et beaucoup de portes s'ouvrent grâce aux résultats de nos joueurs. Les portes des nations asiatiques. Encore récemment au championnat du monde, pour la première fois, l'Indonésie ouvre les portes de son centre national en voulant faire un partenariat avec nous. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'était absolument pas envisageable par le passé. Les portes médiatiques commencent à s'ouvrir, mais ça c'est lié uniquement aux résultats. On reste une niche dans le sport français, parce qu'on est dans un environnement où pléthore de sports qui font des champions du monde et des champions olympiques. Donc c'est pas si facile d'exister là-dedans, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire que le challenge est super intéressant.
C'est-à-dire qu'il faut, oui, notre seule ambition, ça doit être d'aller au niveau des top sports en France et donc d'être dans les top nations mondiales en termes de badminton, pour aller de manière pérenne, pas sur un one-shot, gagner des médailles mondiales et olympiques. Ça peut être que notre ambition. Je crois qu'on s'est structuré, on continue de se structurer dans ce sens-là, et je suis très confiant. Je suis très confiant pour notre avenir. Après, la confiance, ça ne suffit pas. Gagner des médailles mondiales et olympiques, c'est quelque chose de spécial, sur lesquels il faut réunir tellement d'ingrédients pour s'en donner les moyens. Et même quand on s'en donne tous les moyens, il reste une grande part de douce incertitude sur le fait, à un moment donné, quand on est dans un money time pour aller gagner une médaille, que ça bascule dans notre sens ou que ça bascule dans l'autre sens. Alors, fut une époque où le pôle France Badminton à l'INSEP et l'unité de production du visuel étaient proches physiquement. On se côtoyait. Et à l'époque, si on regardait la scène internationale, on voyait une très forte domination asiatique et le Danemark en figure de proue européenne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, des années plus tard, cette vision est dépassée ou est-ce qu'il y a encore un fond de réalité là-dedans ? Alors, j'aimerais bien qu'elle soit dépassée, mais malheureusement, il y a plus qu'un fond de réalité. Il y a un grand écran de réalité et le gap entre l'Asie et l'Europe est malheureusement en train de grandir encore. Je constatais ça encore récemment, pour la première fois depuis très 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 longtemps, il n'y a plus un simple dame dans le top 20 mondial, il y a un double dame dans le top 20 mondial, et avec deux autres joueurs danois, on est les seuls il y a 4 joueurs en ce moment dans le top 20 mondial en simple homme, c'est 2 Danois, 2 Français. Donc aujourd'hui, la seule différence avec avant, c'est que le Danemark était tout seul en Europe à aller bousculer l'hégémonie asiatique, avec un petit peu les Anglais de temps en temps, mais les Anglais sont sur une pente descendante malheureusement, pour eux mais aussi pour l'Europe. Et donc la seule différence, c'est que la France est arrivée au niveau du Danemark. Et donc les 2 figures de proue aujourd'hui en Europe sont la France et le Danemark, avec un niveau d'écart qui s'est agrandi entre l'Europe et l'Asie. Et c'est pas une bonne nouvelle du tout qu'on soit simplement 2 nations européennes dans la confrontation avec les Asiates, parce que pour la formation de nos jeunes joueurs, il nous faut systématiquement qu'on réfléchisse à les immerger avec des Asiatiques, à faire venir des sparring asiatiques, etc., pour leur donner le meilleur niveau de confrontation possible, parce qu'on se nourrit de la confrontation. On a un sport d'opposition, donc c'est l'opposition qui, à un moment donné, crée les problèmes qui vont faire que les joueurs doivent aller chercher les solutions. Donc sans les problèmes créés en face, c'est difficile de se construire vers le top niveau mondial. Et ça, on ne le trouve pas en Europe aujourd'hui, ou très peu. Donc on aimerait bien avoir beaucoup plus de nations européennes qui inscrivent des joueurs dans le top niveau mondial, mais ce n'est pas le cas. Donc on doit faire comme ça aujourd'hui. On discutait encore ce matin avec Badminton Europe, la fédération continentale, de savoir comment on peut à un moment donné mettre en place des projets pour pallier à ça. En attendant, aujourd'hui c'est France-Danemark en Europe, et c'est l'Asie, mais pas simplement l'Asie d'il y a 40 ans. L'Asie d'il y a 40 ans, c'était Chine, Corée, Indonésie, Malaisie. Et maintenant, c'est toute l'Asie. C'est-à-dire qu'ils ont fait des petits dans tous les sens. Et donc maintenant, c'est rajouté à ça, à ces nations-là, le Japon, très très fort depuis 2 Olympiades, l'Inde, qui est de plus en plus, mais aussi ce que nous on appelle les 2e, les 3e Chine, les Hong Kong, Singapour, Taïwan, avec énormément de joueurs taïwanais sur le circuit. Se demander ce qu'ils font là-bas, ça serait intéressant d'y aller, parce que là c'est la plus grande densité de joueurs dans le top 100 mondial aujourd'hui, c'est Taïwan, en tout cas en simple homme et en double homme. Voilà, donc on a une concurrence asiatique qui s'est démultipliée dans les 20 dernières années. Et ça, c'est lié aussi alors j'aime pas parler d'argent, parce que c'est pas ça qui fait qu'à un moment donné on a envie. Mais ça reste le nerf de la guerre quand on parle de moyens, et les moyens structurels, les moyens humains sont liés évidemment à l'argent impliqué dans la pratique.
Et quand on parle d'1 euro investi sur les nations européennes, mais si je parle de la France, on parle de 10 euros pour l'Asie. Donc on est dans un rapport de 1 pour 10. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'être dans une véritable concurrence par rapport à l'investissement monétaire et l'économie que génère aujourd'hui le badminton en Asie, qui est en essor complet depuis 4 ans. Là, tout s'est multiplié par 10 depuis 4 ans quasiment. Voilà. Là, pour la première fois, alors ça rejaillit sur l'Europe et sur nos meilleurs joueurs. Là, les contrats de nos meilleurs joueurs ont été démultipliés sur les 2-3 dernières années. Et tant mieux, on parle réellement de joueurs professionnels désormais, qui vivent complètement de leur sport et plus que ça, qui sont en capacité d'assurer une reconversion. Mais ça reste que c'est incomparable avec ce qui se passe en Asie. Là-bas, les meilleurs joueurs mondiaux sont des dieux vivants. Quand on imagine le foot en Italie, en France, en Angleterre, c'est le bad en Indonésie, en Chine, en Corée, au Japon. Et en Inde, désormais. Shindu, qui a été 2 fois médaillée olympique et championne du monde, la joueuse indienne, elle fait partie, je crois, du top 10 des joueuses les mieux rémunérées de tout sport confondu. Donc ça montre ce qui se passe en Inde aujourd'hui en termes de badminton et l'économie qu'il y a en Asie. Allez, il y a encore ne serait-ce qu'il y a 4-5 ans, quand on avait un budget de 100 000 euros pour driver une équipe de France junior, toutes les nations asiatiques avaient des budgets à 1 million d'euros. Donc évidemment, c'est plus d'entraîneurs experts, c'est plus de préparateurs physiques, c'est plus de préparateurs mentaux, c'est plus de nutritionnistes, c'est plus d'accompagnement des médicales, c'est plus. Donc nous, on doit faire dans ce concert-là, en faisant pas plus, parce que c'est pas l'idée, mais en faisant mieux. Et je crois que même si, évidemment, il nous faut plus de moyens, plus on va vers la haute performance, plus il faut de moyens. Je crois qu'on est sur la voie de réussir à faire mieux, en tout cas dans certains secteurs, et notamment dans le secteur de l'abord scientifique de l'entraînement. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises du pôle à l'INSEP, du pôle BAD à l'INSEP. Donc, d'une certaine manière, l'INSEP a accompagné cette montée en puissance du badminton français. Toi, comment tu décrirais la place de l'INSEP dans cette dynamique ? À quel niveau ça aide vraiment la fédération ? Pour moi, une très grande place. Sans l'INSEP, je ne suis pas sûr qu'il y aurait le badminton français là où il est aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Quand on est arrivé là-dedans, ça nous a donné une certaine légitimité. On était reconnu comme un sport à part entière, parce qu'on était encore là à lutter il y a une 40aine d'années. Et le fait d'intégrer l'INSEP, c'était une vraie reconnaissance du mouvement sportif. Et donc, ça nous a donné beaucoup de légitimité et de confiance pour continuer notre chemin. Ça, c'était la première chose. Pour les athlètes, être à l'intérieur de... C'est la maison du sport français, du sport du haut niveau français. Ça, on peut le tourner dans tous les sens, ça reste l'INSEP. Et pour les joueurs, c'est manger à côté de champions olympiques et champions du monde. Et donc, c'est se sentir faire partie de cette grande famille. Et je crois que ça contribue beaucoup à l'entretien de la qualité de leur engagement. Voilà. Et ils font partie de la caravane. C'est super important. Après, viennent tous les moyens logistiques que l'INSEP met à disposition des fédérations qui sont en son sein. Et là, c'est exceptionnel. On va dire les choses comme elles sont. Quand on parle de suivi médical, quand on parle de réhabilitation, quand on parle d'utilisation data, quand on parle de tous les secteurs de la performance, là, aujourd'hui, l'INSEP apporte tout ce dont on a besoin pour générer de la très haute performance. Reproduire les moyens de l'INSEP en dehors, c'est pas simple. C'est pas simple parce que tout sur place avec beaucoup d'expertise, c'est d'une facilité de fonctionnement qui est exceptionnelle. Donc, bien sûr, on pourra toujours dire qu'il y a des points d'amélioration, comme dans tout système, mais en tout cas, être à l'INSEP et pour le BAD français a été
incontournable et est toujours aujourd'hui très très important. Christophe, merci beaucoup, hein. C'était vraiment très intéressant. J'ai une dernière question pour toi. Alors, j'ai cru comprendre que le volant du badminton allait changer. Il allait prendre une autre forme. Alors, je n'ai pas plus de détails que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça pourrait transformer le sport? Alors, le volant du bad, c'est sa spécificité depuis toujours. Ce petit bout de liège dans lequel sont plantées 16 plumes d'oie ou de canard, c'est la spécificité du bad. Et tous les joueurs le diront, frapper dans un volant plume, le son, la qualité des trajectoires, etc., c'est quelque chose qui concourt au plaisir de la pratique. Malheureusement, on arrive à un croisement où c'est un non-sens écologique. Parce que c'est du matériel animal, parce qu'aujourd'hui la production qui est essentiellement chinoise est en grande difficulté parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants et que donc il faut de plus en plus d'élevage d'oies et de canards et qu'aujourd'hui par exemple la population chinoise se porte beaucoup sur la consommation de porc et beaucoup moins sur la consommation d'oies et de canards, et ce qui fait que le marché est en crise. Et là, le prix des volants a explosé complètement. Donc un tube de volant, c'est 12 volants dans un tube. Aujourd'hui, sur des volants de top qualité, on est à plus de 40-45 €, voire 50 € le tube. Donc sur le très haut niveau aussi, voilà, le moindre plume qui s'effiloche un tout petit peu, les trajectoires changent. Donc un volant, ça peut durer un smash. Hein. Donc on est sur des prix de pratique en plus d'un non-sens écologique sur lesquels à un moment donné, la Fédération internationale est évidemment en train de se pencher. Parce que ça va être très compliqué d'envisager un futur avec une continuité sur des volants plumes. Donc la transition va être compliquée pour tous ceux qui pratiquent avec le volant plume depuis X années, mais les tests sur des volants synthétiques sont de plus en plus performants, pertinents en tout cas. Et évidemment, tous les grands producteurs de volants se penchent sur la fabrication de volants synthétiques qui commencent à être en testing sur un certain nombre de tournois dans le monde. Et donc, on peut imaginer facilement que, alors peut-être pas sur la prochaine Olympiade, mais d'ici une dizaine d'années, que la pratique du badminton se fera avec des volants synthétiques. Ce qui va révolutionner dans un premier temps la pratique de ceux qui ont frappé dans les volants plumes, mais qui de toute manière sera de fait pour les nouveaux et les néo-pratiquants. Donc voilà, c'est juste une question de transition, mais on va certainement assister à cette révolution-là. D'accord. Merci Christophe pour toutes ces lumières, c'était très intéressant. Bonne continuation à toi et aux joueurs. Hein. On a reçu ici Tom et Delphine, donc je souhaite le meilleur au Pôle France. Ouais, écoute, moi je souhaite le meilleur aux joueurs et à ma fédération. Comme tu l'as dit, j'ai fait tout mon parcours professionnel à l'intérieur de la fédération. Ce sport m'a tellement donné que je vois pas. J'ai jamais envisagé de faire autre chose que de rendre à mon sport ce qu'il m'avait donné. D'où ma présence ici aujourd'hui derrière ce micro. Et je te remercie parce qu'on a aussi beaucoup travaillé ensemble et vous avez aussi le service audiovisuel beaucoup concouru à la visibilité du badminton. Voilà, quand je parlais des services de l'INSEP tout à l'heure, évidemment, vous êtes une partie très très importante parce qu'on avait besoin de cette visibilité extérieure. Voilà, donc on a construit beaucoup de documents ensemble. Et j'espère qu'on continuera à en construire. Donc voilà, et si tu parles de Tom et Delphine, voilà, pour les avoir élevés un petit peu au biberon et continuer d'être proche d'eux, que ce soit eux ou nos joueurs de simple homme, Tommy Popov, Christophe Popov, Alex Tanier, qui seront nos 5 meilleures chances de médaille à Los Angeles. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite parce que c'est parce que ils auront tout mis de leur côté et qu'ils le mériteront, clairement.
voilà. Mais plein d'autres le méritent aussi. Donc ça, c'est le sport de haut niveau. Et puis, je pense que ça sera aussi sortir complètement et définitivement de l'ombre des fédérations qui n'ont jamais gagné de médaille olympique. Et j'en ai marre d'entendre ça. et que si je pouvais prendre ma retraite et que ma fédération puisse cocher la case médaillé olympique, j'aurais la satisfaction d'avoir concouru avec l'ensemble de mes collègues à construire un petit bout de ça et donc une immense fierté. Bon, on croise les doigts. Merci Christophe. Merci à toi.